Le panorama des BO par Benoît Bazerico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Aujourd'hui, un programme exceptionnel consacré à une véritable légende du cinéma, Orson Welles, à l'occasion de la grande rétrospective que lui consacre actuellement la Cinémathèque française. Orson Welles, donc, n'était pas seulement un grand cinéaste, un acteur ou un producteur de génie, il était un architecte du son. Pour ce cinéaste dont la carrière fut une quête perpétuelle de contrôle artistique, la musique n'a jamais été un simple accompagnement, elle est une composante structurelle, une extension de sa mise en scène. L'histoire de la musique dans ses films commence par une liberté totale, puis s'adapte au conflit avec les studios et se réinvente durant ses années d'exil. Nous allons explorer ce paysage sonore complexe, allant de l'intégration psychologique totale d'un Bernard Herrmann à l'intégration environnementale d'un Henry Mancini. Le paysage musical d'Orson Welles. On commence ce voyage paradoxalement par la fin, ou presque. De l'autre côté du vent, The Other Side of the Wind, film mythique resté inachevé presque 40 ans après sa réalisation et finalement monté et sorti en 2018. Pour ce film testament, Orson Welles avait choisi dans les années 70 le compositeur français Michel Legrand qu'il retrouvait après Vérité et mensonge. Le récit nous plonge dans la fête d'anniversaire crépusculaire de Jake Hannaford, un réalisateur légendaire joué par un autre géant, John Huston. Hannaford, sorte d'Ernest Hemingway du cinéma, tente un retour désespéré avec un film expérimental incompréhensible tout en étant entouré de sycophantes et de rivaux, dont son ancien protégé joué par Peter Bogdanovich. Legrand, décédé en 2019, peu après avoir livré la partition, a donc écrit cette musique 33 ans après la mort du réalisateur. Il devait relever un défi narratif complexe, illustrer deux niveaux de réalité. D'un côté, il intègre des motifs jazz foisonnants pour la fête chaotique où Hannaford voit son monde s'effondrer. De l'autre, pour le film dans le film, une satire d'Antonioni mettant en scène la muse Oja Kodar, il compose une musique expérimentale et atonale. De cette œuvre composite se dégage un thème principal qui voyage du lyrisme à l'épure d'un piano, instaurant une dimension mélancolique sur le visage fatigué de Huston, contrastant avec le chaos ambiant.
Et c'était un doublé Michel Legrand et la rencontre entre deux artistes imposants, Orson Welles, Michel Legrand. On imagine un peu l'entente compliquée entre ces deux artistes exigeants, mais l'entente pour le premier extrait de l'autre côté du vent ne s'est pas posée, puisque la musique a été composée en 2018, donc pour ce film inachevé. Et puis à l'instant, Vérité et mensonge, F for Fake, 1973, le dernier film achevé par Orson Welles de son vivant. Wells abandonnait la fiction traditionnelle pour un film essai documentaire vertigineux sur le faux. Il mettait en scène le faussaire de tableau Elmire de Hori et le biographe faussaire Clifford Irving, tout en s'incluant lui-même comme narrateur et magicien. Pour accompagner cette galerie de menteurs magnifiques, Michel Legrand livre une partition de jazz espiègle, tourbillonnante. La musique agit comme un complice de Orson Welles. Elle ne dramatise pas, elle s'amuse, elle relie les segments disparates d'Ibiza à la gare d'Orsay, donnant une unité à ce montage frénétique où Oja Kodar sert de fil rouge. C'est un véritable tour de passe-passe auditif scellant la complicité entre le réalisateur et le compositeur. On passe maintenant à l'une des stratégies musicales les plus fascinantes de Orson Welles, celle de la musique diégétique, la musique qui sort des radios et des jukebox. Voici La Soif du Mal, Touch of Evil, l'unique partition de Henry Mancini pour Orson Welles. Une collaboration qui n'a pas vraiment eu lieu, mais qui reste l'un des sommets du film noir. L'histoire oppose Mike Vargas, un policier mexicain intègre, joué par Charlton Heston, grimé pour l'occasion, au capitaine Hank Kinlan, un flic américain obèse, raciste et corrompu, incarné par Welles lui-même, méconnaissable et imposant. Tout se joue à la frontière dans la ville fictive et poisseuse de Los Robles. Welles détaillera plus tard dans un mémo légendaire de 58 pages qu'il voulait que la musique émane des sources sonores du décor pour accentuer le réalisme sordide. Mancini convoque mambo, jazz, rock'n'roll pour illustrer autant la frontière mexicaine que cette faune nocturne qui menace Suzy, la femme de Vargas jouée par Janet Leigh. La musique n'est pas un commentaire héroïque, elle est l'ambiance vénéneuse de la ville, un contrepoint presque festif à la déchéance tragique de Kinlan qui finira sa course dans les eaux sales d'un canal, pleuré par la gitane Tania, incarnée par Marlène Dietrich. Le génie de Mancini est de brouiller la frontière, un morceau commence dans un jukebox diégétique, puis s'amplifie pour commenter l'action non diégétique avant de replonger dans la radio. La musique de source devient l'atmosphère du piège qui se referme.
romantique à l'instant, une des rares compositions originales écrites pour le procès par Jean Ledru en 1962. Le film est dominé par l'adagio d'Albinoni. Wells pousse ici la logique de la soif du mal à l'extrême. Il utilise ce morceau classique comme un objet trouvé, oppressant, répété à l'infini à l'orgue ou à l'orchestre, créant l'atmosphère d'un cauchemar bureaucratique en boucle dont Joseph K. ne pourra jamais s'éveiller pour cette adaptation du cauchemar de Kafka. Anthony Perkins prête ses traits nerveux et sa silhouette fragile à Joseph K., ce petit bureaucrate arrêté un matin sans raison. Il erre dans un dédale de tribunaux et de bureaux, croisant des figures inquiétantes comme Lenny, Romy Schneider ou l'avocat Astler, joué par Wells lui-même, figure d'autorité massive et impénétrable. Wells ne se contente pas d'utiliser l'adagio, il le torture par les manipulations, il l'étire, le réverbe, le sature. L'adagio n'est plus une musique, il devient l'architecture sonore de l'oppression. C'est le son même de la loi, impersonnelle, écrasante et infinie. Ces deux films représentent la stratégie musicale de Wells post-studio. La soif du mal, le procès. La musique la plus puissante est celle que les producteurs ne peuvent pas couper, car elle fait partie intégrante du décor ou de la structure mentale du film. Cette stratégie est une réponse directe à la mutilation de ces films, un traumatisme fondateur que nous allons explorer. Vous désirez d'abord rompre des liens provisoires qui vous attachent à des personnes provisoires. Moi, je suis définitif. On remonte maintenant au tout début, au Big Bang de la musique wellsienne. Citizen Kane, 1941, le premier film de Wells et la première musique de film de Bernard Herrmann, une œuvre fondatrice. Le film retrace la vie de Charles Foster Kane, joué par Wells, un magnat de la presse riche et puissant, à travers le regard de ceux qui l'ont connu, alors qu'un journaliste tente de déchiffrer le sens de son dernier mot énigmatique, Rosebud. L'œuvre est considérée comme l'une des partitions les plus influentes et novatrices de l'histoire du cinéma. Herrmann y emploie des motifs récurrents comme le thème du pouvoir, power, ou celui de l'enfance perdue. Il propose des vignettes courtes, des ponts musicaux qui ne durent parfois que 5 à 15 secondes, sonorisant ainsi les transitions, puis déploie des orchestrations inventives caractérisées par une économie de moyens remarquable. Il construit sa texture sonore à base d'une clarinette basse, de basson, de flûte et de trombone dans un registre grave et sombre qui inaugure le récit avec la mort de Kane. Cette approche évite délibérément le lyrisme excessif des partitions hollywoodiennes de l'époque, dominées par le symphonisme romantique hérité d'Europe, pour mieux coller au caractère sombre et complexe de l'histoire.
un doublé Bernard Herrmann, avec à l'instant La splendeur des Amberson. Bernard Herrmann retrouve Orson Welles après le révolutionnaire Citizen Kane pour signer la musique d'un chef-d'œuvre mutilé. Bernard Herrmann avant donc sa rencontre avec Alfred Hitchcock évidemment. Bernard Herrmann donc sur ces deux films d'Orson Welles, et pour La splendeur des Amberson, le film relate l'histoire de la famille Amberson, autrefois l'une des plus riches et plus respectées d'une ville du Midwest au tournant du XXe siècle, dont la richesse décline avec l'avènement de l'ère industrielle et de l'automobile. Le personnage principal, George Minafer, joué par Tim Holt, un enfant gâté devenu un jeune homme tyrannique, s'oppose avec virulence au mariage de sa mère, Isabelle Amberson, Dolores Costello, avec son amour de jeunesse, le veuf et inventeur Eugene Morgan, incarné par Joseph Cotten. Ce conflit cause le malheur de sa mère et précipite la chute de sa propre famille. La partition orchestrale de Herrmann, élégante et mélancolique, soutient le ton crépusculaire du film et son exploration de la nostalgie et du changement social. Mais en l'absence de Welles, le studio RKO a repris le montage, coupant lourdement le film et supprimant plus de la moitié de la musique de Herrmann, la remplaçant par une musique de studio plus conventionnelle composée par Roy Webb, non crédité. Furieux, Herrmann demandera à ce que son nom soit retiré. Cette cicatrice est fondamentale. Elle a prouvé à Welles que la musique dramatique était l'élément le plus vulnérable au producteur. Après la rupture avec Herrmann et la RKO, Welles doit naviguer dans le système des studios avec un contrôle réduit. Pour le criminel The Stranger en 1946, il tente de prouver qu'il peut être un bon élève, capable de livrer un thriller conventionnel dans les temps et le budget. L'intrigue du criminel suit Monsieur Wilson, un membre de la commission des crimes de guerre joué par le stoïque Edward G. Robinson, qui traque Franz Kindler, un haut dignitaire nazi. Kindler, incarné par Welles lui-même, s'est fondu dans l'anonymat d'une petite ville du Connecticut sous les traits de Charles Rankin, un professeur respecté sur le point d'épouser la naïve Mary Longstreet, incarnée par Loretta Young. La musique est confiée à Bronislaw Kaper, compositeur chevronné de la MGM. Il venait de faire Gaslight de George Cukor 2 ans plus tôt. Contrairement aux expérimentations d'Herrmann, Kaper livre une partition de film noir efficace, omniprésente et dramatique, qui souligne la tension du jeu du chat et de la souris, sans jamais la subvertir. C'est une musique fonctionnelle qui accompagne la montée de l'angoisse jusqu'au dénouement baroque dans le clocher de l'église, marquant la différence entre un film de commande et une œuvre purement wellesienne.
C'était La Dame de Shanghai, 1947, musique de Hans Rummelt. Autre production tumultueuse, autre film et musique mutilés par son studio, ici la Columbia. Le film raconte l'histoire de Michael O'Hara, un marin irlandais joué par Wells, qui se laisse séduire par Elsa Bannister, une femme fatale, incarnée par une Rita Hayworth, blonde platine. Il embarque sur le yacht de son mari, le célèbre avocat Arthur Bannister, en compagnie de son associé grotesque George Grisby, Glenn Anders, pour une croisière qui tourne au complot de meurtres complexes. La production fut un cauchemar. Harry Cohn, le patron de la Columbia, était furieux que Wells ait coupé et teint en blond la célèbre chevelure rousse de la star, et épouse de Wells à l'époque. Pour sauver l'image de Hayworth, le producteur a imposé une chanson, Please Don't Kiss Me, exigeant qu'elle serve de thème principal pour rassurer le public. En réalité, ce thème n'est même pas chanté par Hayworth elle-même, mais Anita Ellis qui la double. Le compositeur Hans Rummelt, connu à Hollywood pour The Strawberry Blonde de Raoul Walsh 6 ans plus tôt, utilisa cette chanson populaire comme thème dans autant d'arrangements que possible. Et d'ailleurs, dans le morceau qu'on vient d'écouter, on entend au début un des arrangements de cette chanson. Wells voulait de la bizarrerie, il voulait de la dissonance pour accompagner le malaise du récit, notamment pour la scène culte finale du Palais des Glaces. Au lieu de cela, il obtient une partition romantique imposée par le marketing, transformant le film en un résultat hybride entre le génie visuel de Wells et les conventions musicales d'Hollywood. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. « 1948 marque un tournant décisif. Loin d'Hollywood, Wells réalise Macbeth pour Republic Pictures, un studio spécialisé dans les westerns de série B. C'est une expérimentation radicale, tourner une épopée shakespearienne en 23 jours au milieu de décors en papier mâché pour un budget dérisoire. Wells veut prouver qu'on peut faire du grand art avec des bouts de ficelle. L'esthétique est celle d'un cauchemar au fusain brut et sombre. Pour la musique, Wells ne veut pas du symphonisme hollywoodien. Il engage le compositeur français Jacques Ibert, alors compositeur pour Pabst et Marc Allégret. Wells cherchait une musique barbare qui traduise sa vision primitive de la pièce de Shakespeare. Ibert livre une partition audacieuse utilisant une cithare pour la folie de Macbeth, des percussions sauvages et des distorsions grotesques de fanfares royales. C'est une musique qui ne cherche pas à être jolie, mais à être aussi rugueuse que les décors de carton-pâte et aussi hantée que le roi maudit, conçue pour se fondre dans le sound design avec le vent, les cris, créant une atmosphère expressionniste.
Et oui, et même avec des chœurs à la fin du morceau. C'était la musique de Othello en 1951. Et on peut dire que, hormis Citizen Kane, son premier long métrage, il lui a fallu sortir d'Hollywood pour retrouver des partitions musicales qu'il a totalement voulues, pleinement correspondant à sa vision. Et après Jacques Ibert sur Macbeth et avant Michel Legrand qui faisait l'ouverture du programme, Wells se constitue en Europe une écurie de compositeurs capables de travailler dans le système D, des gens talentueux, rapides et surtout malléables. Ici, il fait appel aux Italiens Angelo Francesco Lavanino et Alberto Barberis. Le tournage de Othello s'est étalé sur 3 ans, interrompu sans cesse par le manque d'argent, forçant l'équipe à tourner des bouts de scène entre le Maroc, Venise et Rome. Le film est un patchwork miraculeux. Pour incarner le mort de Venise, déchiré par la jalousie, Wells se donne le rôle titre, imposant et tragique. Pour unifier ce chaos visuel et géographique, la musique d'Angelo Francesco Lavanino et Barberis joue un rôle de ciment structurel. Ils ont enregistré 40 mandolines, jouant simultanément pour créer une nappe sonore vibrante, nerveuse et méditerranéenne. Ajoutons à cela le thème funèbre d'ouverture, avec ses chœurs puissants et ses percussions, qui donnent immédiatement une échelle tragique et intemporelle à ce film tourné avec des bouts de ficelle. Nous arrivons maintenant à Dossier secret, Monsieur Arkadine, sorti en 1955. C'est sans doute le film à la fois le plus wellsien et le plus mutilé de sa période européenne. Un thriller labyrinthique sur la mémoire et l'identité. L'histoire est celle de Guy Van Straten, un petit contrebandier américain joué par Robert Arden. Il est envoyé par Gregory Arkadine, Wells, un milliardaire russe amnésique, pour enquêter sur son propre passé. En réalité, Arkadine veut retrouver les témoins de sa vie criminelle antérieure pour les éliminer un par un afin de protéger l'image qu'il a auprès de sa fille. Pour la musique, Wells engage Paul Misraki, célèbre compositeur français. Celui-ci compose une partition kaléidoscopique reflétant la nature fragmentée de l'enquête. Le cœur de la partition est la musique du bal masqué, une scène centrale où la musique diégétique et la musique de fosse se confondent dans une atmosphère de carnaval grotesque. Wells a demandé à Paul Misraki d'écrire la partition sans voir le film. Il lui a simplement donné des indications d'atmosphère et de style. Une fois la musique enregistrée, Wells s'est enfermé en salle de montage et a bricolé la partition. Il a littéralement collé ensemble des fragments de différentes pistes pour créer des signaux composites, parfaitement synchronisés avec son montage. Il est devenu le monteur son, le remixeur de la partition.
musique de Falstaff en 1965 pour ce film que Wells considérait comme son chef-d'œuvre. Il retrouve Angelo Francesco Lavanigno, c'est d'ailleurs le troisième compositeur de sa filmographie qu'il retrouve une deuxième fois avec Bernard Herrmann et Michel Legrand. Lavanigno donc, et on retrouve d'ailleurs le chœur de Othello, il le retrouve 14 ans après Othello pour cette autre adaptation de Shakespeare. C'est une œuvre sur la fin d'un monde, centrée sur l'amitié trahie entre le massif et hédoniste Falstaff, incarné par Wells, et le jeune prince Hal, Kess Baxter, qui finira par le rejeter pour devenir le roi Henri V. La production fut, comme toujours, difficile. Lavanigno a dû composer et enregistrer la partition en seulement 8 jours. Le résultat est pourtant un sommet d'efficacité, notamment pour la célèbre bataille de Shrewsbury. Pour cette scène de guerre brutale et boueuse, il crée une pièce atonale et moderne. L'instrumentation est clé, des percussions militaires lourdes et des chœurs féminins dissonants, sans paroles, qui créent une liturgie inquiétante. La musique ne glorifie pas la bataille, elle en pleure le massacre et le chaos. Et Wells, fidèle à sa méthode système D, ne s'est pas arrêté là. Il a confié avoir pris cette musique extraordinaire et l'avoir enregistrée 3 fois les unes sur les autres pour saturer la bande-son et amplifier la violence sensorielle de la scène. C'est le contrôle wellsien à son paroxysme. La musique n'est pas un produit fini, c'est un matériau brut qu'il va manipuler. Pour une histoire immortelle, un téléfilm de 1968, sa première œuvre en couleur, Wells n'engage pas de compositeur. Il construit toute l'ambiance sonore autour des gymnopédies et gnossiennes de Erik Satie. C'est le sommet de la quête de contrôle du cinéaste, ne plus dépendre d'un compositeur vivant. Oh, j'adore ce job, on rencontre toutes sortes de stars. Impossible de parler de Wells sans évoquer Le Troisième Homme de Carol Reed en 1949. Une enquête policière qui s'installe dans le cadre viennois dévasté par la guerre. Son personnage de Harry Lim domine le film, tout comme la musique obsédante de Anton Karas, un musicien de taverne viennoise. L'anecdote de sa découverte est légendaire. Le réalisateur anglais Carol Reed, lors d'une fête à Vienne, entend Karas jouer de la sitar dans la rue. Reed, qui avouera ne même pas connaître l'existence de cet instrument, est subjugué. Il engage Karas, le ramène à Londres et selon Karas lui-même, l'enferme pour 14 heures de travail par jour pendant 12 semaines jusqu'à ce que la partition soit parfaite. Son motif répétitif représente l'obsession du personnage dans son enquête pour démasquer les assassins de son ami. C'est donc le Orson Welles acteur ici.
l'instant, musique de Jörg Arriagada, le documentaire It's All True reconstruit un projet brésilien avorté de Welles en 1942, le projet même qui avait rendu Welles indisponible pour Amberson. Il était au Brésil pendant que les Amberson se montaient aux États-Unis et qui a causé donc sa mutilation par les producteurs. Pour finaliser le projet It's All True, les producteurs ont engagé en 1993 le compositeur chilien Jörg Arriagada, supposant qu'un compositeur chilien serait familier avec la musique brésilienne. Le résultat, de la part du compositeur attitré de Raúl Ruiz, est une partition plus symphonique que latine, trahissant les intentions de Welles, qui était à la base d'utiliser la samba et la musique populaire brésilienne. C'est la cicatrice d'Amberson qui se répète, non par malice, mais par ignorance. Malgré tout, preuve en est qu'aux dépens de Welles, échappant à son contrôle, les plus belles partitions peuvent naître de manière distante, comme avec Mancini, dans l'urgence avec Lavanigno, ou alors posthume comme Arriagada et Legrand. Et maintenant, le clou de notre spectacle. Notre panorama du paysage musical d'Orson Welles se termine avec une curiosité. Too Much Johnson, c'est un film muet que Welles réalise en 1938, 3 ans avant Citizen Kane. Et redécouvert récemment, il était destiné à la base à être projeté en 3 parties lors d'une production théâtrale de Welles. Il relate l'amour d'une femme pour 2 hommes et quand l'un d'eux découvre l'existence de l'autre, le poursuit. La musique longtemps perdue a été composée par Paul Bowles, figure majeure de l'avant-garde américaine. Le film ne fut jamais montré et la partition n'a donc jamais été synchronisée. Bowles, cependant, a réarrangé son travail en une suite intitulée Music for a Farce. De l'avant-garde perdue de 1938 au jazz posthume de Michel Legrand en 2018, en passant par la révolution Herrmann et la stratégie diégétique de Mancini, la musique chez Welles a toujours été le cœur battant de son œuvre malgré des complications de fabrication. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast et toutes nos émissions sur cinésique.fr. Merci également de liker les épisodes, de vous abonner sur les plateformes. Et nous terminons donc avec Too Much Johnson de Paul Bowles pour le court-métrage muet de Orson Welles.